Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour en fonction de votre position géographique. Bienvenue dans notre édition de ce soir, notre débat, la kérémbécitude. À l'instar des autres pays du monde entier, la République centrafricaine, notre pays, fait face, chers compatriotes, auditeurs, auditrices, de la kérémbécitude à la pandémie du coronavirus depuis presque 3 semaines. Plus de 7 cas symptomatiques ont été détectés dans notre pays et jusqu'à nos jours, il n'y a eu aucun cas de décès détecté. Est-ce un miracle? Certaines fines bouches vont jusqu'à dire que c'est du leurre. Il n'y a jamais eu un cas de coronavirus dans notre pays. D'autres vont jusqu'à dire que ce n'est qu'une supercherie de la part du pouvoir de Bangui pour ponctionner de l'argent auprès des communautés des fonds monétaires internationaux et de l'OMS en particulier. D'autres vont jusqu'à dire que cette histoire de coronavirus ne peut pas faire du mal, ne peut faire long feu en République centrafricaine. Ils estiment que ça ne touche que les Centrafricains qui ont longtemps vécu en Europe, en Occident, et ça ne peut toucher les Centrafricains de l'intérieur car ils sont protégés par nos valeurs ancestrales. De la même manière que le pays vibre dans l'inquiétude, chers compatriotes, auditeurs, auditrices de la kérémbécitude, le pouvoir de Bangui, depuis le 30 mars 2020, a célébré son 4e anniversaire, lequel anniversaire, ce serait celui de l'accession au pouvoir du président Archange Touadéra. Alors, pour en débattre, nous recevons sur le plateau de la kérémbécitude 4 invités, pas des moindres. Depuis Bangui, nous avons au micro Dr Videdieu Ngoko Zengue, qui n'est rien d'autre que le vice-président de l'Ordre de médecins. Dr Videdieu Ngoko Zengue, bonsoir. Est-ce qu'il m'écoute? Bonsoir, Dr Videdieu Ngoko Zengue. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue et Joseph Prudence Maïté. Je suis très content de pouvoir prendre part à ce débat qui est intéressant et qui va permettre à nos compatriotes de civiliser en Centrafrique. C'est partagé et nous avons toujours, et là du haut de leur confinement respectif, nous avons Monsieur Salomon Cotro, qui n'est rien d'autre que le porte-parole du mouvement Cœur Uni de France. Il est en ligne également. Monsieur Salomon Cotro, bonsoir. Bonsoir, cher frère Maïté. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas que Salomon Cotro. De l'autre côté, nous avons également Monsieur Médard Polissé Bébé. Il représente le Rassemblement démocratique centrafricain. C'est lui le commandant chef du bateau de ce mouvement, de cette formation politique ici en France. Monsieur Médard Polissé Bébé, bonsoir. Bonsoir, cher frère Maïté. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. Et donc, pour conclure, nous avons en ligne Monsieur Fred Edgar Gassia, porte-parole, conseiller, je m'excuse, conseiller politique du président de l'URCA, Anissé Georges Doléguélé. Monsieur Fred Edgar Gassia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Joseph Prudence Maïté. Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir également aux compatriotes qui nous suivent actuellement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, auditrices de la kérémbécitude, vous allez devoir nous excuser pour la mauvaise qualité du son, la mauvaise qualité vocale même de notre émission, mais nous allons faire avec. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole
au docteur Videdieu Ngoko Zengue, qui représente le corps médical, hein, l'ordre des médecins, pour qu'il puisse nous briefer un tout petit peu, mais réellement, mais très rapidement, sur la manière à laquelle le corps médical a géré la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine. Docteur Videdieu Ngoko Zengue, vous avez la parole. Rodrigue, je crois que le Covid-19 qui a commencé en Chine depuis décembre est devenu aujourd'hui une pandémie, c'est-à-dire touche pratiquement tous les pays du monde, tous les continents qui constituent donc notre planète. Maintenant, la RCA est un des pays touchés, contrairement à ce que les gens disent quand ils affirment sur les réseaux sociaux que nous n'avions pas de cas de coronavirus. C'est totalement faux. Quand nous voyons aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 2 pays qui ne sont pas touchés. Il y a le Sud-Soudan dont nous n'avions pas encore de dates et de données effectives. Et puis il y a, je crois, les Lesotho. Mais tous les pays qui nous entourent ont déjà eu des cas de coronavirus. Alors, quand les gens se leurrent en disant qu'en RCA, il n'y a pas de cas de coronavirus, c'est vraiment un pur mensonge. Mais nous continuons, nous avions commencé et nous continuons de lutter donc contre cette épidémie qui fait ravage dans les autres pays. Heureusement pour nous, aujourd'hui, nous n'avions pas encore beaucoup de cas. Vous avez certainement lu à travers les publications du ministère de la Santé. Nous avions aujourd'hui 8 cas qui sont dépistés. Au départ de l'épidémie, les cas étaient importés, mais malheureusement, les 4 derniers cas sont pratiquement des cas de contamination locale. C'est ce que nous redoutions à l'époque parce que nous connaissons les limites de notre pays en termes d'infrastructures et de personnel de santé. Aujourd'hui, le combat pour nous, c'est de mettre un accent particulier sur la prévention et de pouvoir limiter la contamination des cas locaux à un nombre beaucoup plus restreint, ce qui pourra éviter donc la fragilisation de notre pays. Merci. Oui, docteur Videdieu Ngoko Zengue, la tentation de croire ceux et celles qui disent à haute et intelligible voix que le virus, la pandémie de coronavirus n'est pas encore arrivée en République centrafricaine est assez grande. Parce que parmi ceux et celles qui le disent, il y a également ceux où on aurait dit, on l'a dit, Bangui l'a affirmé, qu'au départ, c'était des personnes qui avaient détecté c'était des personnes sur qui on avait détecté ce virus. Mais eux, ils le disent en haute intelligence, voient qu'il n'y a jamais eu ce Siongue Didi, hein, ce coronavirus. Que dites-vous? Que dites-vous? Parce que l'inquiétude plane quand même dans l'esprit des gens. Et donc, la tentation de croire, elle est grande. Que dites-vous? Monsieur Rodrigue, je crois que c'est une imbécilité. C'est une imbécilité et je pèse mes mots aujourd'hui de pouvoir affirmer que le coronavirus n'agit pas en Centrafrique. C'est je le dis, les pays nantis, les pays qui ont les infrastructures nécessaires, les pays qui ont les moyens de pouvoir lutter contre ce virus. Ces pays ont vu comment tout leur système sanitaire saturé est pratiquement tombé à terre. Nous ne pouvons pas oser dire quelque chose comme ça et exposer nos compatriotes, nous qui vivons dans un pays tellement pauvre. Et pour la mémoire de ceux qui sont tombés, nous avions des compatriotes qui sont tombés en France et qui continuent de tomber. Il faudrait avoir un peu de respect pour la mémoire de tous ces gens-là. Le coronavirus existe bel et bien. Je parle de la princesse Léonie Kangala, testée positive en Centrafrique. On a fait un dernier test avant son départ. Ce test est sorti négatif, mais on a fait une lettre qui a été écrite par le ministère de la Santé pour qu'elle soit, une fois arrivée en France, confinée et retestée de nouveau. C'est pourquoi quand elle est arrivée, je crois qu'elle a été maintenue pendant une semaine en confinement assez strict avant d'être pouvoir tester il n'y a pas de mensonge. Nous sommes des personnels de santé assermentés. Nous ne pouvons pas nous permettre de pouvoir jouer avec la vie des gens. Les gens qui ont été testés à Bangui positif l'ont été à travers l'Institut Pasteur de Bangui, qui est un laboratoire reconnu au niveau international et qui travaille en parfaite et étroite collaboration avec les autres instituts Pasteur qui existent dans le monde.
Oui, mais docteur Videdieu Ngoko Zengue, qu'est-ce qui explique cette rapidité qui consiste à détecter une personne en amont? C'est-à-dire qu'il y a de cela quelques jours positifs, et puis bon, au bout de quelques jours, 4 à 5 jours plus tard, la personne est détectée négative. Qu'est-ce qui explique cette rapidité? Dites-nous. Non, il faut dire, je vais vous expliquer qu'en Centrafrique, au départ de cette épidémie, nous ne disposions que de 1000 tests qui a été offert par l'OMS disponible au niveau de l'Institut Pasteur. Et, ne sachant pas à quelle date nous pouvions avoir d'autres tests, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et en parfaite collaboration avec les institutions sanitaires internationales, ont jugé bon par étapes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dépistage systématique. Il fallait laisser le temps aux gens de pouvoir incuber le virus, surtout pour des personnes qui sont considérées comme des personnes suspectes, de mettre en quarantaine, laisser un temps d'incubation avant de pouvoir les tester. Maintenant, dans le cas de certaines personnes qui ont été testées et après, une semaine après, ces personnes sont guéries, du moins ont eu un résultat négatif. Le test s'est fait très tardivement, c'est-à-dire non plus pendant la phase incubatoire qui est suivie effectivement de la phase critique avec les tests s'est fait pendant une phase où la charge virale était en train de descendre. Du coup, au bout de 4-5 jours, quand la personne naturellement élimine le virus, la charge virale disparaît, donc le test devient négatif. Mais cela n'explique pas tous les cas. Nous avions aujourd'hui une personnalité du pays qui a été testée, lâchée, je dis que c'est faux, il est toujours encore à l'hôpital, il se porte très bien, sauf qu'il a encore une charge virale. Et pas le libérer dans ce cas, on attend à ce que la charge virale soit vraiment basse et que le test devienne négatif. Alors, c'est des termes et des dispositions purement scientifiques émises à tout le monde de pouvoir comprendre. Il faudrait qu'on évite donc des interprétations gauches et des interprétations maladroites qui peuvent fragiliser le dispositif de prévention pour lequel nous luttons, pour lequel nous appelons nos compatriotes à un respect total afin de pouvoir sauver notre pays. Non, mais c'est aussi facile de l'autre côté de dire que c'est votre parole comme contre celle des autres qui pensent que cette pandémie n'existe pas en République centrafricaine parce que la République centrafricaine demeure quand même un pays. Et donc, à un moment donné, la Centrafrique, le ministère en charge de la santé doit monter au créneau pour prouver aux Centrafricains qui sont à l'extérieur, à ceux qui sont également à l'intérieur, que ceux sur qui on pense qu'ils ont détecté le virus ont réellement le virus par devers eux. Et ça passe par une preuve tangible. Or, Bangui n'a pas démenti, n'a pas apporté de preuves tangibles. C'est pour cela que je vais me tourner du côté de Salomon Kotro, qui représente le pouvoir en place, parce que c'est quand même le porte-parole du mouvement Cœur Uni ici en France. Monsieur Dr Videdieu Ngoko Zengue, restez toujours connecté, je vais revenir vers vous. Salomon Kotro, bonsoir, vous êtes toujours connecté, vous êtes en ligne? Je vous suis, monsieur Maïté. Alors dites-moi, dites-nous, dites à ceux qui vous suivent en ce net moment, quelle est la politique de la santé publique du pouvoir en place? Parce que nous espérons tous, que cette pandémie, Bangui a quand même pris ses dispositions avant qu'elle ne puisse arriver en République centrafricaine. Si ce n'est le cas, quelles étaient ces dispositions? Monsieur Maïté, merci beaucoup. Je profite de cette occasion que vous nous offrez pour exprimer les idées ou dire aux centrafricains qui nous écoutent la réalité des faits concernant cette maladie en République centrafricaine. Tout d'abord, je m'incline et je salue la mémoire de ceux qui nous ont quittés. La diaspora centrafricaine au niveau de France a subi beaucoup. On a déjà perdu beaucoup de compatriotes, donc je m'incline à leur mémoire. C'est parfait. Si vous répondez avec votre question, vous savez, la République centrafricaine
tout ce que nous vivons en ce moment. Peut-être on en reviendra tout à l'heure quand il s'agira de débattre sur les questions politiques, sur les réalisations, sur l'état de notre santé en République centrafricaine. Mais dans le déjà, je peux, au niveau de Covid-19, vous avez suivi tout comme moi et comme bon nombre de Centrafricains, le président de la République avait pris un certain nombre de mesures pour pallier à la propagation de la maladie. Ces mesures sont prises par rapport à la réalité culturelle de notre nation. Aucun ont pensé que le confinement a été partiel et que des mesures drastiques n'ont pas été prises. Mais il faut se rendre à l'évidence que notre... Monsieur Salomon Cotro, nous allons aller vite au besoin. Et puis, j'ose espérer que vous faites un distinguo entre ce qu'on appelle une stratégie et des mesures. Je parle de la stratégie mise en place par le pouvoir de Bangui pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Je vais en arriver, M. Maïté, je suis prêt d'écouter. Oui. Et donc, toutes ces mesures ont été prises par le chef de l'État pour éviter à ce que la propagation prenne de l'ampleur dans notre pays. Et donc, à ce point, la stratégie du ministère de la Santé était quoi? La stratégie du ministère de la Santé, là, je parle sous le contrôle de M. de Congo tout à l'heure qui a parlé. La stratégie consistait à dépister et isoler, tout traiter. Et donc, une campagne de dépistage a été lancée pour signaler tout cas de suspect ou de dépistage. Si quelqu'un est dépisté positif, il faudrait que son entourage soit aussi dépisté et que ces contacts soient aussi dépistés pour éviter la propagation. Et quand le premier cas a été signalé en Centrafrique, au niveau de l'Institut Pasteur, il n'y avait pas beaucoup de kits. Il n'y avait que 7 000 à 7 500 kits qui étaient disponibles. À l'heure où je vous parle, le gouvernement centrafricain, à travers la diplomatie, a demandé à la Chine, qui a livré à la République centrafricaine 22 000 kits de dépistage que la Chine a offert à la République centrafricaine. Et donc, et aussi, la Banque mondiale, la Banque mondiale a promis une aide. Et c'est ça pour m'écouter, M. Maïté. Nous vous suivons. Tout le monde vous suit en ce net moment. Continuez, je vous en prie. Oui, M. Salomon Cotro, on vous suit. Mais Maïté ne répond pas, c'est pour ça. Bon, et donc, Il vous écoute certainement. oui. Et donc la Chine, à travers la diplomatie du gouvernement, la Chine a offert à la République centrafricaine 22 000 kits qui va servir à dépister un bon nombre de Centrafricains. Et aussi, la BAD a promis à la République centrafricaine une somme. Alors, on va évoluer un tout petit peu parce que nous sommes actuellement avec vous, à vous entendre. Nous sommes toujours en face des promesses. Il y a des promesses de 22 000 kits, des promesses de 7 000 et quelques kits. Restez connectés. Je vais donner la parole à monsieur Meda Policier Bébé. Meda Policier Bébé, bonsoir. Non, on va revenir. Je reviendrai sur vous. Je donne la parole à monsieur Meda Policier Bébé. Vous nous suivez en ce net moment? Vous êtes toujours connecté, monsieur Meda? Oui, là je suis connecté. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Alors, partagez-vous tout ce que monsieur Salomon Cotro vient de dire, parce qu'il représente le pouvoir en place, il représente la majorité présidentielle, il représente le parti au pouvoir. Il dit que y a des promesses de 22 000 kits, des promesses de ceci, des promesses de cela. Nous avons cherché à savoir quelles sont les stratégies. Oui? Oui, merci, cher compatriote Maïté. Permettez que je puisse avoir une pensée pour nos compatriotes qui sont décédés et exprimer une compassion pour toutes les familles qui ont été frappées durement par ce fléau qui sème la désolation et qui met le monde à genoux en ce moment. C'est quelque chose de terrible. Le RDC que je représente ici en France est frappé en plein cœur par la disparition du professeur Sopatis que vous connaissez.
Je voulais, au nom des militants, exprimer une condoléance très profonde à sa famille. Pour répondre à la question que vous me posez, déjà j'ai l'impression que les autorités centrafricaines prennent très à la légère ce fléau qui frappe le monde entier. D'ailleurs, avant même que je puisse avoir l'émission, je me suis entretenu avec un médecin, un certain nombre de médecins à Bangui, et je pense que notre compatriote docteur Ngoko peut le confirmer. Très peu de mesures ont été mises en place en ce moment pour essayer de contenir ce virus qui marque d'ailleurs sa dangerosité. Alors, on nous sort des chiffres illusoires, on nous sort des chiffres dont on n'a absolument aucune preuve pour dire que des choses sont en train d'être mises en place. Je pense que c'est en quelque sorte minimiser la dangerosité de ce virus et minimiser aussi les conséquences de ce que cela va produire sur le peuple centrafricain. Et je pense que on sent bien dans l'intervention de notre compatriote Saleh Mokotro la légèreté avec laquelle ce gouvernement essaie toujours de gérer les problèmes sans essayer de prendre le devant pour prévenir, comme le prévoit ce mot d'ordre qu'on emploie souvent. Gouverner, c'est prévoir. Quand ce fléau a été annoncé, le RDC était le premier parti centrafricain à faire des propositions. Nous avions attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de la prévention. Notre compatriote Ngoko, docteur Ngoko, a évoqué la situation tout à l'heure. Vu l'état de nos structures sanitaires et du manque de moyens assez criant, on pourra en parler tout à l'heure dans la partie bilan du régime. Vu cette situation, notre seule arme pour essayer de faire face à ce fléau, c'est la prévention. Et donc, on attendait du gouvernement que des mesures fortes soient prises en matière de sensibilisation, d'abord pour informer les populations sur la dangerosité de ce virus, et on attendait aussi des pouvoirs publics des mesures fortes, c'est-à-dire les individus les uns des autres, puisque de ce qui est prouvé en ce moment par rapport à la contamination assez exponentielle de ce virus, c'est le contact des uns avec les autres. Et on attendait du gouvernement qu'il puisse prendre des mesures qui contribuent justement à isoler les individus les uns des autres. Mais on a vu que ces mesures ont été prises d'abord beaucoup trop tard et ces mesures n'ont pas été à la hauteur de la gravité du fléau. Et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors, on nous sort des chiffres à l'emporte-pièce pour montrer que des choses sont en train d'être faites. Merci. Merci. Alors, on continue. Je vais devoir vous couper. Je vais donner la parole à monsieur Fred Edgar Garcia, conseiller politique du président de l'URCA, Anissé Georges Doleguele. Alors, monsieur Fred Edgar Garcia, le chef de l'État a pris des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 en République centrafricaine. Parmi ces mesures, il a demandé, il a sollicité, il a décidé de la fermeture des bars dancing et autres. Apparemment, jusqu'à nos jours, les bars continuent de fonctionner, même si officiellement, l'entrée est fermée, mais de l'intérieur, les gens consomment tranquillement. Est-ce que l'autorité de l'État en République centrafricaine, elle est bafouée? Personne ne respecte l'autorité de l'État, en commençant par le pouvoir en place, à savoir le mouvement MCU. Que dites-vous? Parlez à haute voix, s'il vous plaît, parce que les gens vous écoutent très, très, très mal. Oui, monsieur Maïté, vous savez, je fais des mots de compassion de mes codéputés qui m'ont précédé à l'endroit des compatriotes, en tout cas mien. Les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État
exclusivité centrafricaine. Vous constaterez que partout dans le monde, ce sont exactement les mêmes mesures édictées qui sont partagées par la quasi-totalité des chefs d'État du monde. Le problème auquel nous nous retrouvons aujourd'hui quand on est en République centrafricaine, c'est justement comment le gouvernement centrafricain fait pour que ces mesures-là soient respectées par les compatriotes. Vous savez, le Conseil national de l'ordre des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens de la République centrafricaine, auquel notre frère Djongo Kozenge fait partie, est une structure technique qui vient en appui au gouvernement. À la lecture du dernier rapport, de la première, justement, de la première partenaire de la République centrafricaine dans la gestion de cette crise-là, qui est l'Organisation mondiale de la santé, vous constaterez que, en constatant le faible investissement du gouvernement centrafricain dans la recherche des solutions, mais vraiment domestiques, l'Organisation mondiale de la santé a procédé à des recherches mais vraiment techniques, et a compris justement à pondre un rapport accablant et inquiétant vraiment pour le peuple centrafricain. Parmi les mesures inquiétantes par l'Organisation mondiale de la santé, nous pouvons citer entre autres la faible coordination entre les intervenants, l'existence de support de communication, insuffisante expertise locale pour la gestion de l'épidémie de Covid-19, insuffisance d'équipement et de personnel qualifié pour assurer les soins intensifs au niveau de l'unité d'isolement. Vous voyez, ça dit qu'après avoir fait ce constat, il devait revenir au gouvernement centrafricain de prendre ce document et de s'organiser pour trouver justement des réponses, vraiment des réponses ou des conseils adaptés justement pour la prise en charge des compatriotes qui sont dépistés positifs. Aujourd'hui, en tant que citoyens, nous nous interrogeons, et ce en toute légitimité, au sujet de ce constat, quels sont les difficultés. Ok, merci, c'est pour ça que je vais vous couper. Je donne la parole au docteur Vide Djongo Kozenge, j'espère qu'il est toujours connecté. Docteur, vous nous suivez? Docteur Videdieu? Oui, merci. Oui, merci Rodrigue. Alors, j'ai écouté mes compatriotes. Oui, mais vous allez rebondir sur l'intervention de Monsieur Cotreau, porte-parole du mouvement Cœur Uni ici en France. Il a avancé beaucoup de chiffres. Il a parlé de... Voilà, vous nous suivez. Il a dit que telle plateforme a promis 22 000. Je vous suis. Voilà. Est-ce que vous partagez en temps normal? Vous savez, vous êtes issu d'une plateforme qui n'a rien à voir avec la politique. Monsieur Rodrigue. Voilà. Oui, monsieur Rodrigue. Bon, je rappelle encore ici que j'interviens comme un technicien de santé. Je fais partie du comité politique de pilotage avec mon président, le professeur Kofi. On fait partie, on représente donc l'ordre des médecins et pharmaciens, chirurgiens, dentistes dans ce comité politique. Oui. Et en même temps, je fais partie du comité technique, en spécial celui qui est au niveau des pharmacies face à cette épidémie. Donc, je voudrais parler ici comme quelqu'un qui est quand même au parfum de ce qui se passe. Je crois qu'au début, je l'avais dit, on avait 1000 tests. Le pays disposait de 1000 tests offerts par l'OMS et disponibles au niveau de l'Institut Pasteur. C'est ce qui a fait que nous ne pouvions pas faire le dépistage systémique, seulement faire le dépistage sur des personnes qui étaient mises en quarantaine et qui commençaient à présenter donc pendant cette période de quarantaine des signes de la maladie. Maintenant, à l'heure où je vous parle, nous avions reçu 20 000 tests de la part de la Chine. 20 000 et non 22 000. Et
000 tests que nous avions reçus de la part de Chine qui sont déjà disponibles. Oui. C'est pourquoi le département de la santé, avec le comité, a décidé de changer de technique. Au lieu qu'on puisse maintenant étudier cas par cas, nous allons faire ce qu'on appelle le dépistage systématique. C'est le mot d'ordre que nous avions. Mais ce que je voudrais dire tout à l'heure quand j'ai écouté mes frères, mes compatriotes parler, c'est qu'il faudrait que nous soyons disposés à contextualiser le problème de l'épidémie du Covid-19 en Centrafrique. Vous savez, mes frères, la RC est mal. Nous sortons d'une période de crise et de conflit qui a larvé, qui a détruit le tissu social. Quand je parle du tissu social, c'est tout le système de santé, c'est toute l'organisation, mais qui a aussi détruit ce que nous avions de plus cher, le respect, le civisme, le sens du civisme. Nos compatriotes n'agissent plus de la même manière. Au début de l'épidémie, que nous avions eu beaucoup de devoirs protéger parce que c'est quand même une épidémie nouvelle. Ça n'a jamais eu lieu chez nous. C'est comme la tuberculose, c'est pas comme la méningite. C'est une épidémie que nous ne connaissions pas. Nous avions des informations lointaines qui venaient de la... Oui, mais docteur, comme vous le dites, nous allons procéder à un cas pratique. Aujourd'hui, nous avons la MINUSCA en République centrafricaine. Et la MINUSCA, c'est quand même plus de 12 000 hommes en République centrafricaine. La MINUSCA est composée de plus de 15, voire 30 nationalités. Si le Covid doit arriver en République centrafricaine, il peut également passer par la MINUSCA. La MINUSCA, elle est représentée sur toute l'étendue du territoire national. Comment faites-vous en tant que médecin pour dépister, détecter tel centrafricain dans l'arrière-pays, dans une ville excentrée qui a le Covid-19? Comment est-ce que vous le savez? Comment allez-vous faire? De façon pragmatique, dites-nous. Bon, actuellement, je crois qu'il y a des postes qui sont en train d'être mis en place parce que, comme on le dit en matière de politique en santé publique, on fait des actions, on fait une évaluation et une réaction. Il y a des postes qui sont en train d'être mis à l'intérieur du pays. Mais le mot d'ordre général que nous avions, c'est de pouvoir éviter que l'épidémie puisse rentrer à l'intérieur du pays. Donc, je crois qu'il y a des dispositions jusqu'à la fin de cette semaine. Je crois qu'il y aura un contrôle assez systématique des flux de personnes qui vont de Bangui jusqu'à l'intérieur du pays. On entend dire qu'il va y avoir un confinement de la ville de Bangui. Mais il faut quand même dire une chose, hein, le Covid, c'est pendant un certain temps, mais qui finit par se manifester. Il y a des gens aussi qu'on appelle des porteurs asymptomatiques qui ne vont jamais présenter. Mais on ne va pas directement comme ça choisir les gens pour pouvoir les tester. Il y a une démarche, il faudrait d'abord que les gens commencent à par rapport à une consultation, et là on se réfère à la définition des cas. C'est quoi le Covid, comment ça se manifeste quand la personne arrive à l'hôpital. Il y a des services qui sont mis en place actuellement qui permettent de savoir telle personne présente un syndrome grippal avec une fièvre ou avec une anosmie, et ces personnes sont automatiquement référenciées au niveau des laboratoires qui existent. Il y a des formations qui sont en train d'être disposées, des postes mobiles qui permettent donc de procéder à des tests systématiques. Mais il y a un travail qui se fait. Vous savez, M. Rodrigue Maïté, quand vous passez dans les marchés, vous allez à Pétébo, quand vous allez à Combattant, quand vous allez au kilomètre 5, vous voyez le centrafricain, il vit avec moins de $1 par jour. C'est des gens qui, la majeure partie de nos compatriotes, gagnent leur pain dans la vie, dans la rue. Mais vous allez dire aux gens, bon, écoutez, vous n'ouvrez plus vos marchés, vous ne faites plus ça, vous ne faites plus vos activités, mais nous allons vraisemblablement vers une grande crise, vers peut-être des manifestations. Comme en France, il y a des services sociaux qui existent, où on peut prendre les gens en charge, tout ça. Nous avions un contexte totalement différent qui rend difficile la mise en place des crayons
de confinement. Donc, il faut étudier les choses cas par cas. Vous avez parlé des bars, par exemple, qui ouvrent. On demande aux gens de pouvoir fermer, mais les gens se cachent. Nous n'avons pas assez de forces de défense, des forces intérieures de sécurité pour contrôler tout ça. C'est de conscience de la population. Mais la situation, je vous le dis, moi, je n'appartiens pas à un parti politique. Je crois que les gens sont en train de se battre avec le peu de moyens qu'ils ont, avec le peu d'organisation qu'ils ont. Ils sont en train de se battre. Ça ne sert à rien que nous puissions être à l'extérieur, que nous pensions que ce qui se passe en France, il faut absolument l'appliquer. C'est un contexte totalement différent. Même il y a des gens qui sont intellectuels, vous allez vers eux, vous dites faites attention, ne vous saluez pas entre vous, lavez-vous les mains. Mais les réponses que les gens vous donnent, c'est incroyable. Le centrafricain, c'est quoi? Il faudrait que je te voie d'abord au moment où on va commencer à compter des morts, que les gens vont commencer à avoir peur. Parce que merci, docteur Vie de Dieu Ngoko Zengue. Vous sortez pour aller voir pourquoi on est en train de tirer. Merci, docteur. C'est un sujet qui mérite mais vraiment d'être traité en long et en large. Nous reviendrons sur ce sujet probablement la semaine prochaine, vendredi 10. Vous serez encore un des nôtres, vous serez vous participerez à ce débat pour nous édifier, éclairer la lanterne de tous les Centrafricains, c'est important. Alors, nous allons passer à la seconde phase. Non, Rodrigue Maïté. Oui. Oui, si vous me permettez juste une seconde pour répondre sur les mesures du gouvernement. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que la mesure phare du gouvernement consistait à dépister et isoler pour traiter. Et pour votre information, le gouvernement même a lancé un avis de recrutement pour recruter massivement les agents de santé pour surveiller les cas suspects même à domicile. Pour suspecter les cas de domicile, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et quand il y a des cas de suspects, le gouvernement a recruté des agents pour se déplacer, aller chez les gens, pour d'abord les mettre en quarantaine, les mettre en confiance. Et puis voilà. Deuxième information que le gouvernement compte faire, c'est le gouvernement en train de réquisitionner l'hôtel du centre. L'hôtel du centre au cas où, demain, s'il y a des cas qui se multiplient dans la ville de Bangui, vous savez, chez nous, il n'y a pas assez de lits. Il n'y a pas assez de lits. Donc le gouvernement est en train de réquisitionner l'hôtel du centre pour pouvoir mettre à la disposition au moment venu, quand la situation se dégénère. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs pas. Et donc, toutes ces mesures-là, le gouvernement est conscient. Le gouvernement est conscient de ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a les autres organismes qui s'intéressent à nous, avec des aides par-ci, par-là. Comme l'a dit le docteur Ngoko, notre pays revient de loin. Vous imaginez même ici en France, un pays développé, en termes de procès-verbaux, on est à 3 millions, on est même à plus de 500 000 procès-verbaux qui ont été dressés vis-à-vis des récalcitrants. Et donc pour nous, je disais tout à l'heure que chez nous, il faut tenir compte de la réalité du pays. On ne peut pas confiner Bangui comme Paris. C'est parfait, très bonne initiative. Merci beaucoup. Tu parlais de 2 minutes. Là, tu as parlé presque 4 à 5 minutes. Bravo, chapeau bas. Alors, acceptez, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une petite transition musicale de 2 minutes, même pas 2 minutes, de 30 à 40 secondes, pour que nous passions à la seconde phase de notre débat qui est articulé autour de l'an 4 du bilan du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra au pouvoir. Musique, s'il vous plaît. Restez connectés. Merci. Alors c'est sur ce rythme endiablé de la Lobaye, la musique de Giovanni, que nous allons procéder à la seconde phase de notre débat. Je rappelle à tous ceux et toutes celles qui nous suivent, à tous nos auditeurs, auditrices de la Terre Investitude, que si vous n'êtes pas encore connectés sur notre compte YouTube, la Terre Investitude,
allez-y dès maintenant ou à la fin de ce direct pour vous connecter. Il suffit, hein, vous abonner, je m'excuse, cliquez sur abonner, hein, pour être des nôtres. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, tous les vendredis, nos directs seront sur YouTube. Alors, donc si vous n'êtes pas connecté sur YouTube, vous n'êtes pas abonné sur YouTube, vous n'êtes pas abonné à la Kérémbécitude, vous n'allez pas nous suivre. Et donc, vous allez manquer de très bons débats avec des débatteurs qui maîtrisent la Centrafrique dans son entièreté. Donc, vous allez manquer des débats, hein, houleux, vous allez manquer des coups de gueule et ça ne va pas être du tout bien pour vous. Alors, nous continuons la seconde phase, toujours avec Salomon Kotro. Le chef de l'État, dans son discours pour l'an 4, il a vanté les mérites du gouvernement de la République centrafricaine. Il a dit que tout va bien. Le gouvernement a enregistré beaucoup de progrès dans beaucoup de domaines. La Centrafrique se porte bien. Tout se passe très, très, très bien. Alors, Monsieur Salomon Kotro, porte-parole du mouvement Cœur Uni de France, si réellement tout va bien, dites-nous en 1 minute 30 secondes le bilan du pouvoir actuel du président Touadéra. Les autres vous écoutent. Mais, monsieur Maïté, je pense que parler du bilan du président de la République en 1 minute ne valait-il pas la peine d'organiser un débat? Et donc, le chef de l'État a passé quand même 4 ans à la tête de l'État, du pays plutôt. Et donc, parler de ce bilan voudrait qu'on passe un peu du temps pour le faire. Vous savez, le général de Gaulle disait il n'y a pas de politique qui faille en dehors de la réalité. Et donc, c'est pour vous dire que la réalité du pays était telle. Quand on veut parler aujourd'hui du bilan du président de la République, le professeur Kosankan Touadéra, c'est de se placer aussi dans le contexte. Le contexte dans lequel il avait accédé à la magistrature suprême de l'État. Et il faut retourner très loin, de 2013 à 2016. Les Centrafricains peut-être ont la mémoire courte pour oublier tout ça. Notre pays n'existait pas. Il n'y avait pas l'autorité de l'État, il n'y avait pas l'administration. La Centrafrique existait que parce que c'est un pays sur la carte du monde où il n'y avait pas d'État. Ça, nous en sommes conscients. Parler du bilan de la République, du président de la République, c'est se déplacer dans ce contexte-là. Parler d'un bilan, c'est aussi faire l'état des lieux avant la prise de fonction du président de la République. Étant un compatriote et citoyen, je le sais, nous le savons, dans notre pays vient de très loin. Notre pays a connu une crise très profonde. Les Centrafricains étaient divisés. Monsieur Salomon Kotro. Non, mais attends, Monsieur Salomon Kotro. Non, j'en viens. Monsieur Salomon Kotro, vous n'allez pas être dispositif. Soyez précis. Chaque année, depuis que le président Touadéra est arrivé au pouvoir, il nous a habitués à fêter, à célébrer chaque année de son accession au pouvoir. Alors, chaque année, il s'élève, il parle, il vante les mérites de sa gestion de la chose publique. En 4 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Parlons de cette année, au lieu de nous mobiliser. Parlez-nous de cette année. Je le redis encore si ce débat consiste à parler en 1 ou 2 minutes, moi je pense que ça sera. Il faut que les Centrafricains comprennent. 2 minutes, c'est une manière de parler, mais vous avez pris la parole pendant 3 minutes. Non, mais les gens vous suivent. Maïté, l'histoire d'un pays a un itinéraire. L'histoire d'un pays, il y a quand même un parcours. Je ne peux pas me focaliser sur 2 minutes. Et donc, sur la célébration. Si vous voulez, on parle de la célébration, non parler de bilan. Parce que le bilan, il faut remonter de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Bon, on va faire simple. On va faire simple. On va prendre un secteur, juste un secteur. Oui. L'eau. Lorsque le chef de l'État accédait à la magistrature suprême, quel était l'état des lieux? Et 4 ans plus tard, où en sommes-nous? Vous avez la parole. Je pense que il était souhaitable que nous reparlions un peu de la santé
On parle de la santé, on parle de l'eau. Parce que c'est la santé. C'est moi qui mène le débat. C'est moi qui mène le débat. C'est moi qui mène le débat. On parle du long 4. Long 4 du chef de l'État à la tête du pays. Ça, maintenant, c'est la seconde phase. Vous avez la parole. Hier, lorsque le chef de l'État accédait à la magistrature suprême, quel était le niveau, l'état de lieu en matière d'eau? Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, où en sommes-nous? Y a-t-il l'eau? Le Centrafricain accède-t-il facilement à l'eau? À l'eau potable? Je parle de l'eau potable. Vous avez la parole. Le président de la République, avant son accession au pouvoir, il y avait des priorités. Tout était prioritaire à ce moment-là. C'est vrai qu'il fallait prioriser les choses. Le chef de l'État avait mis l'accent sur la réconciliation nationale. Et en dehors, l'affaire de l'eau. Quand on parle de l'eau aujourd'hui, vous vous souviendrez que en 2015, 2016, 2017, tous les canaux d'eau qui avaient été faits depuis l'indépendance n'ont pas été touchés. Vous avez été à Bangui, vous avez vu comment la situation se dégradait contre les centrales de l'eau. On ouvrait le robinet, l'eau coulait, même la poussière. Tout ça a été refait par la diplomatie, par les partenaires de Centrafrique à travers les négociations que le chef de l'État a fait. Tous les canaux de Bangui ont été réfectionnés. Merci beaucoup. Merci. Alors, docteur Videdion Ngoko Zengue, vous nous suivez? Oui, je vous suis, mon cher Rodrigue. Alors, il y a de cela quelques jours, si j'ai bonne mémoire, si je ne suis pas encore piqué par le virus de la mémoire courte, vous avez publié sur votre compte Facebook, je crois il y a cela 2-3 jours, qu'il y a cruellement un souci d'eau en République centrafricaine. Je parle d'eau potable. Vous vivez en République centrafricaine, vous êtes médecin, l'eau c'est la vie. Que dites-vous? Vous avez suivi ce que M. Salomon Kotro vient de dire. Alors vous, en tant que médecin, nombreux sont ceux, nombreuses sont celles qui vous suivent en ce net moment. À vous la parole. Oui, merci Rodrigue. Vous savez, je maîtrise un peu le domaine de la santé. Je crois que le moment viendra où je pourrai parler par rapport à la santé. Mais toujours est-il que nous sommes pour la perfection, c'est-à-dire pour l'amélioration des conditions de vie. C'est vrai qu'actuellement, et ça, c'est pas un truc. Et déjà, nous sommes fatigués avec ce problème d'eau, ce problème d'électricité. Et nous souhaitons vivement qu'il y ait des efforts, que les efforts se consentissent davantage pour améliorer cela. Parce que, vous savez, même dans la lutte contre le Covid-19, on a besoin de l'eau pour se laver les mains. On a besoin d'eau pour se laver les mains, on a besoin de l'eau pour se laver. Le premier moyen de désinfection, c'est d'abord l'eau. Alors, nous souhaitons vraiment qu'il y ait de l'eau. C'est aujourd'hui un des problèmes cruciaux que nous avions dans notre pays. Et nous espérons que le gouvernement puisse travailler encore davantage pour que cette situation qui nous affecte, nous qui vivons, travailleurs en Centrafrique, qui aimons notre pays parce que nous sommes là pour cela, nous souhaitons vraiment qu'il y ait des efforts, que les Centrafricains se réunissent, qu'on en discute, qu'on en débatte, pour pouvoir améliorer en tout cas l'accès à l'eau potable, non seulement dans notre capitale, mais aussi au niveau de l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Alors, mesdames policiers bébés du RDC, vous êtes là, toujours connectés? Oui, je vous entends. Alors, donc, j'imagine que vous avez suivi le docteur Videdion Ngoko Zengue. Il a fait de la sémiologie, hein, il a joué sur les mots, il a été pédagogue. Il ne veut pas mettre son pied sur l'accélérateur, c'est bien, c'est un médecin, chapeau bas. On sait tous que ce problème d'eau se pose avec acuité. Même lorsqu'on l'entend hein, à travers les lignes, on sait que ce problème se pose avec acuité. Vous avez la parole, vous avez écouté Monsieur Salomon Kotro, vous avez écouté son intervention. Que dites-vous?
Vous avez la parole. Cher Maïté, le bilan du chef de l'État peut se faire en moins d'une minute. Il s'était engagé pour assurer la sécurité des Centrafricains sur toute l'étendue du territoire. Il s'était engagé pour offrir aux Centrafricains de l'eau potable. Il s'était engagé pour offrir de l'électricité aux Centrafricains. Il s'était engagé pour remettre les enfants à l'école, financer des infrastructures sanitaires, scolaires, administratives. Il s'était engagé pour redéployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Il s'était engagé pour relancer l'économie. Bref, il s'était engagé pour remettre la République centrafricaine sur les rails. Mais au bout de 4 ans aujourd'hui, si vous posez la question aux Centrafricains lambda sur tous ces sujets, je crois que sur chacun des points évoqués, sur chacun des engagements qu'il a pris, eh bien, c'est zéro partout. Zéro partout. Je le répète bien, purement politicien. C'est vraiment le constat sur le terrain. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a pas de route. Hein, notre frère docteur Mozingue est mieux placé pour le témoigner. Moi-même, je rentre de Bangui. J'ai fait le tour de plusieurs secteurs. L'état du pays est extrêmement désolant. Mais quand on voit paradoxalement à chaque année le régime organise des fêtes à grande pour célébrer une victoire, alors que l'argent qui est dépensé dans ces fêtes-là aurait pu servir à financer les tables rondes dans les écoles, par exemple, à financer quelques portions de route, à financer quelques infrastructures pour remettre le système sanitaire en place. Quand on voit tous ces gâchis, on se tord de douleur. Oui, mais monsieur Médard, policier bébé, ne pensez-vous pas qu'il y a quand même quelques avancées? Allons-nous avoir toujours l'esprit critique ou l'esprit de critique? Parce que lorsqu'on sait que de l'autre côté, il y a eu des avancées dans le cadre de la restructuration des forces de défense nationale. Oui, non, mais effectivement, il y a eu un semblant d'avancée, si on peut dire comme ça, puisque à l'heure d'aujourd'hui, 4 ans après, l'armée nationale n'est toujours pas opérationnelle. Et ça, vraiment, on le déplore fort bien, alors que vous avez tous écouté. S'il y avait une réelle volonté politique, l'armée aurait pu être opérationnelle depuis au bout de 2-3 ans. Vous voyez, on est à la 4e année et rien n'a toujours été fait. Et quand vous rajoutez les voyages qui coûtent beaucoup d'argent, je ne sais plus combien de fois le président de la République a effectué des voyages à l'étranger, combien de fois les autorités, les ministres, etc. ont effectué des déplacements à l'étranger, parfois pour très peu de résultats. On se pose des questions. Tout ça est un gâchis monstrueux. Tout cet argent qui a été dépensé pour à faire avancer les choses et à amener les Centrafricains à se rendre compte d'un changement, si on peut sortir. Mais malheureusement, au bout de 4 ans, rien presque n'a été fait. Merci. Merci. Alors nous allons donner la parole à M. Fred Edgar Garcia, conseiller politique du président Anissé Georges Delegel et de l'URCA. Monsieur Fred Edgar Garcia, vous êtes toujours connecté? Je suis connecté, cher Maïté. Alors, comme a dit Maslow, dans ces pyramides, un besoin satisfait suscite un autre. Peut-être parce que vous, de l'opposition, vous critiquez le pouvoir de Tondela parce qu'il y a eu peut-être des avancées que vous n'acceptez pas. Est-ce cela? J'ose croire que c'est une blague que vous faites, monsieur Maïté. Non, mais parce que de l'autre côté, lorsque vous entendez votre interlocuteur, Salomon Kotro, tout se passe très bien. Il y a eu beaucoup d'avancées. Même le chef de l'État l'a dit. Son intervention était passée en boucle. Que dites-vous? C'est ça le but du sujet. Vous poussez à parler.
Mais quel mépris pour le peuple centrafricain. Monsieur Maïté, vous savez, aujourd'hui, le premier adversaire du président Faustin Archange Touadéra, contrairement à ce que lui et ceux qui l'accompagnent pensent, c'est son bilan. Et comme l'a dit mon prédécesseur, sur toutes les promesses du président Faustin Archange Touadéra, aujourd'hui, si on parle en termes de résultats, le résultat est strictement négatif. Vous savez, Maïté, le rôle d'un gouvernement n'est pas de faire un constat. Le rôle d'un gouvernement, c'est pas de venir et comme un citoyen lambda et commencer à se mettre à débiter. Voilà, on a trouvé la situation catastrophique, le pays était par terre. Non, ça, c'est pas le rôle du gouvernement. En prenant ses responsabilités, en accédant à la magistrature suprême de l'État, M. Faustin Archange Touadéra avait conscience de toutes ces difficultés-là. Depuis les 4 ans de pouvoir de M. Touadéra, il essaie de nous construire la pyramide vraiment centrafricaine à l'envers. Comme l'a dit mon frère policier Bébé, chaque année, il dépense des centaines de millions à organiser des fêtes. S'il pensait simplement prendre ces sous-là, les investir par exemple dans la construction justement des infrastructures, en faisant des forages. Moi, j'ai assisté à une scène vraiment ridicule. On a vu pour la gestion de l'épidémie du coronavirus, on a vu le parti créé par le président de la République aller distribuer des kits devant contenir de l'eau. Alors que nous savons qu'aujourd'hui dans le pays, nous souffrons énormément d'un problème d'eau. Et vous avez vu le mépris avec lequel le compatriote Coton a parlé des Centrafricains. Il ose dire, si les Centrafricains n'avaient pas de mémoire courte, ils auraient applaudi le chef de l'État. Qu'on soit un peu sérieux. Aujourd'hui, quand je lis par exemple sur la page du ministre conseiller du chef de l'État, qui vient faire des constats, qui vient critiquer les Centrafricains qui s'entassent dans des chambres, qui se partagent des mégots entre eux, qui dorment ensemble 4-5 sur un même lit. Mais non, ça c'est pas le rôle du ministre conseiller des chefs d'État de venir sur une place publique. Tous ces méfaits qu'il a cités sont les conséquences justement de la pauvreté. Ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance. Son rôle à lui, conseiller du chef de l'État, était justement de s'asseoir, de s'interroger sur les raisons véritables qui ont conduit justement à cette catastrophique situation. Or, là, on a vu, pas plus tard que 3 ou 4 jours, le chef de l'État a convoqué une conférence de presse pour parler des élections. Il a essayé de parler de quelques réalisations, mais de qui en sont morts, M. Maïté? Le chef de l'État vient, il nous parle des travaux d'assainissement de la ville de Bangui, il nous parle de quelques routes bitumées, mais non, c'est passé, avait promis à notre pays, pour une période de 3 ans, plus de les chiffres m'échappent, mais en tout cas, plus de 2000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on en a fait? Combien on a absorbé? Le chef de l'État parle des réalisations sans pour autant nous dire des chiffres. Merci. Non, monsieur Maïté, s'il vous plaît. Monsieur Maïté. Combien ont été investis pour l'éducation? Combien ont été investis justement pour l'amélioration des conditions justement? C'est parfait. Monsieur Fred Edgar Garcia, nous allons jouer sur le timing. Alors, je vais reprendre monsieur Salomon Cotro. Il est toujours connecté, j'espère. Il ne nous a pas lâché. Il est là? Je vous suis. Bon, c'est parfait. Alors, nous avons tous remarqué que depuis que le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême, il a lancé beaucoup, mais vraiment beaucoup de travaux. Et chaque fois, c'est des lancements de travaux. Chaque mois, il y a au moins 3, 4, 5 lancements de travaux. Nous apprécions. Mais force est de constater qu'il n'y a jamais eu un aboutissement de ces lancements-là.
j'espère que je me suis fait comprendre. Je vais prendre un exemple palpable. Il y a de cela 8 mois ou 6 mois, le chef de l'État était dans l'ouest de la République centrafricaine où il a lancé les travaux de réalisation des fibres optiques en République centrafricaine. Où en sommes-nous concrètement? Parce qu'on parlait de plus de 5000 emplois à raison de 2500 francs par jour pour les centrafricains qui seraient employés pour la réalisation de ces travaux. Où en sommes-nous? Vous avez la parole. C'est du concret, hein? Monsieur Maïté, je comprends qu'on ne peut pas partager tous les mêmes idées, ni la vision du chef de l'État. Mais c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que faire le bilan en quelques minutes, vous n'avez pas donné la parole pour 2-3 minutes, on ne va pas parler du bilan du président de la République. Je pense que quand le chef de l'État... Je parle de la réalisation des travaux de fibre optique. Parlez-nous de ça, c'est du concret. Vous savez, quelqu'un comme moi, je suis prêt à défendre l'image du chef de l'État lorsque tout va bien. Mais là, c'est du concret. Maïté, je vous comprends que j'ai compris votre question. Oui. Et je comprends mes deux prédécesseurs. Je sais qu'on ne va pas partager les mêmes idées ni les mêmes visions du président de la République. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur l'eau. D'autres sont allés sur la question, d'autres sont allés partout. Moi, je me suis... Si vous voulez ce qu'on sorte de coq à l'âne, vous n'avez pas parlé d'un tel domaine, on sera perdu. Si vous posez la question sur le domaine de santé, le domaine de sécurité, restons là-dessus. Il y a des chiffres où je peux donner. Mais vous sautez, vous allez par-ci, par-là. Je ne vous dis pas c'est vous, hein, mais je parle de mes co-débatteurs. Non, mais cher Koto. Vous avez parlé. Non, cher Koto. Vous avez parlé de... C'est moi qui gère. Police du débat, c'est moi. C'est moi. Ne vous en faites pas. Vous avez parlé, Maïté, vous avez parlé justement de fibre optique. L'histoire de fibre optique, c'est un projet qui est financé par les partenaires. Ce n'est pas la République centrafricaine qui sortira l'argent de sa poche pour financer ça. Entièrement d'accord avec vous. Mais attendez, le lancement a été fait. Oui. Il y a des procédures. Cela prendra du temps. L'essentiel que la convention est signée entre la République centrafricaine et ses partenaires. Ce projet, ça peut être rejeté, réalisé, peut-être au deuxième mandat de Touadéra si les centrafricains nous réitèrent la confiance, ou ça peut, là, personne ne peut maîtriser cela, mais l'essentiel c'est que ça, le lancement a été fait. Mais maintenant, pour vous donner juste un seul exemple dans le domaine de la sécurité. Le président de la République, quand il a accédé au pouvoir, il avait fait de la sécurité son cheval de bataille. Le président de la République a fait un plan national sur la défense. Le président de la République a fait de ça pour la première fois. Il a fait de telle sorte que notre pays est fragilisé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance, on a fait de notre armée l'armée de projection. C'est que tout le monde est à Bangui, sauf quelques militaires qu'on les envoie au niveau de province. Et quand notre pays est attaqué à Golomboso ou de Ndélé ou au Pont, ça prend beaucoup de temps pour que les militaires se déplacent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? C'est de faire aujourd'hui et demain une arrêt de garnison. C'est de construire, c'est-à-dire de faire de telle sorte que nos militaires soient proches de la population, soient proches de nos frontières pour sécuriser. Ça, c'est le premier point. Et c'est en train d'être fait. Deuxièmement, depuis 3 ans, avec l'appui de nos partenaires, surtout les États-Unis d'Amérique, qui ont financé la retraite des militaires centrafricains, 786 militaires sont admis à la retraite, ce qui a permis à la République centrafricaine aujourd'hui de recruter 1000 militaires par jour par an pendant 3 ans, donc d'ici peut-être 2020 ou 2021. Et ce qui a permis aujourd'hui de faire de telle sorte pas une armée
une armée ethnique et que ça soit une armée républicaine avec justement le respect de concept de genre, donc à peu près 15%. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le président de la République aussi a procédé au recrutement de 500 gendarmes, de 500 forces de défense de sécurité, donc 250 gendarmes et 250 policiers. Je pense qu'ils sont sortis. Il y a d'autres recrutements qui vont suivre. Et donc, il y a tous ces avancées au bout de 4 ans. Bon. Maintenant, si vous voulez ce que je vous parle dans le domaine de l'humanitaire, il y a eu, depuis avec l'arrivée du président Ouattara, même à l'aéroport Ledger, il y avait des gens. Aujourd'hui, le gouvernement a fait de telle sorte qu'il y a 4000 réfugiés sont rentrés chez eux. Merci. Et aussi 10 000 volontaires. 10 000 volontaires sont rentrés chez eux. Merci. Il y a quand même des avancées qui ont été faites dans ce domaine-là. Merci. Merci. Je continue d'inviter tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre compte YouTube, la KRMBcitude, notre chaîne YouTube, allez vous abonner dès maintenant ou à la fin de ce débat. Donc, il suffit d'aller sur la KRMBcitude et de cliquer sur abonner. Vous allez nous suivre dorénavant en temps réel. Docteur Ovidiu Ngoko Zengue, j'espère qu'il est toujours connecté. Oui, je suis connecté, Rodrigue. Alors, j'ai vu tout à l'heure que vous entretenez la langue du bois, vous ne voulez pas rentrer dans d'autres domaines, vous évitez, parce que vous estimez que c'est de la politique, je vous comprends. Alors, nous allons faire du pragmatisme, je m'excuse. Vous êtes le vice-président de l'Ordre des médecins en République centrafricaine. Dans votre association, il y a des médecins généralistes, des spécialistes. Alors, combien gagne un médecin centrafricain, un docteur, un généraliste en République centrafricaine? Vous allez juste donner une fourchette. Depuis que le chef de l'État a eu accès à la magistrature suprême, qu'est-ce qui a changé dans le vécu quotidien des médecins, dans la profession des médecins? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La politique publique, de la médecine publique. Qu'est-ce qui a changé? Parce que de nos jours, nous avons tous remarqué que à peine arrivés, ou du moins nommés, ou à peine les médecins ont obtenu leur diplôme, ils ne préfèrent plus travailler pour l'État centrafricain. Ils ouvrent leur structure privée et ça cause du tort à notre pays. Or, s'ils sont bien payés, ils sont bien rémunérés, ils vont travailler pour la République centrafricaine. Ça, c'est du pragmatisme. Vous allez parler, les gens vont vous suivre. Vous avez la parole. Oui, merci, Rodrigue. Bon, je tiens d'abord à rappeler à nos chers auditeurs que le Conseil de l'Ordre des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens veille sur l'éthique et la déontologie. S'il vous plaît, docteur, juste 2 secondes. Je vais répondre à M. Joyce Kaila parce que depuis tout à l'heure, je parlais de docteur Vie de Dieu. Il met des commentaires du style, c'est pas un docteur, un pharmacien n'est pas un docteur. Il est docteur en pharmacie, s'il vous plaît. Docteur en pharmacie. Donc, si ça peut l'aider à comprendre et à éviter de mettre des commentaires qui n'ont pas leur place d'être, leur raison d'être, c'est mieux. Vous pouvez continuer. Merci. Oui, bon, c'est un docteur, c'est quelqu'un qui a présenté une thèse de doctorat. Je suis content que Rodrigue Maïté, qui a assisté en 2004 à ma soutenance de thèse de doctorat, puisse le dire. Bon, après, vous savez, les gens ont aussi leur manière d'interpréter les choses. Ce que je voudrais dire a une vocation un peu particulière, c'est de veiller sur l'éthique et la déontologie de la profession médicale en Centrafrique. Donc, dans ce fait, nous travaillons beaucoup plus pour que le médecin prenne conscience de son importance au sein de la société et aussi pour que l'État puisse mettre en place des conditions qui permettent effectivement l'expression de l'art médical. C'est vrai, il faut reconnaître quand même en Centrafrique que jusque-là, nous n'avions pas de politique nationale de santé. Et ça crée beaucoup de problèmes parce que les gens qui viennent, ils essaient de faire
on peut dire, de coller des trous. Et ce que nous avions constaté de très positif aujourd'hui, c'est que nous avions une politique de santé. Cette politique de santé permet donc naturellement de pouvoir orienter les formations. Vous savez, généralistes qu'ils forment sur place à Bangui. Et maintenant, on commence à former d'autres spécialités. Mais ce n'est pas un nombre suffisant. Nous avions besoin de beaucoup de spécialistes. Donc maintenant, avec cette politique de santé, nous allons avoir la possibilité d'envoyer nos jeunes frères, nos enfants pour se spécialiser et revenir travailler au pays. Merci. Nous avions aussi une raréfaction des pharmaciens, puisque le pharmacien est formé à l'extérieur. Donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de pharmaciens au trafic. Donc juste pour sensibiliser ceux qui nous entendent de pouvoir pousser leurs enfants, leurs petits frères à aller étudier. Actuellement, il y a un problème, c'est qu'on n'interdit pas à un médecin de pouvoir ouvrir un cabinet. Un médecin qui travaille au sein de la fonction publique a la possibilité, en dehors des heures de travail, de pouvoir exercer son art dans un domaine. Mais est-ce que les médecins sont bien rémunérés en République centrafricaine? Est-ce qu'ils gagnent bien leur vie? Est-ce que ce qu'ils touchent leur donne cette opportunité, cette envie d'exercer pleinement leur fonction au sein de la fonction publique? Bon, moi je crois que les gens on se bat dans la vie, mais c'est vrai, notre niveau. Vous savez, monsieur Maïté, la RCA a un budget de 300 milliards de francs CFA. Donc, ce budget ne nous permet pas de tenir réellement le contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est construire des écoles, c'est payer des salaires assez élevés en Centrafrique. La convention collective qui fixe les salaires n'a pas encore été révisée. Docteur Videdion Goko Zengue, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Il y a plus de 50 médecins qui exercent ici en France. Dans le monde, il y a plus de 200 à 300 médecins centrafricains qui refusent de rentrer pour travailler pour leur pays pour la simple raison qu'ils ne gagnent pas bien. Et ils ne travaillent pas dans de très, très bonnes conditions. Comment faire pour que ces centrafricains qui exercent à l'extérieur aient cette envie, comme vous, pour aller travailler en République centrafricaine? Peut-être que vous, aujourd'hui, ça passe très bien parce que vous êtes tenancier d'une pharmacie. Mais pour les autres, ça va se passer comment? C'est de ça qu'il s'agit. Oh oui, mais Rodrigue, vous savez, après, chacun décide d'écrire son histoire. Il y a des gens, je connais beaucoup de mes confrères qui, dans des conditions difficiles, continuent de se battre pour pouvoir aider la population. Moi, je crois que c'est un problème d'engagement. Le salaire aujourd'hui perçu par les médecins ne leur permet pas de pouvoir vivre comme les autres vivent ailleurs. Mais bon, tout ça, c'est à l'image de notre pays aussi. C'est un combat, nous nous battons, nous pensons qu'il faut dans le temps s'appliquer, mais aussi aux autres fonctionnaires, un salaire qui leur permet de pouvoir vivre décemment et de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et c'est en cela, il y a un cadre de dialogue qui existe effectivement avec le ministre de la Santé qui nous permet effectivement d'avancer ensemble main dans la main parce que c'est l'histoire de notre pays que ça s'appelle notre pays. C'est un pays qui a des limitations au niveau budgétaire. C'est un pays qui a exploité son pétrole. C'est un pays qui est quand même assez occupé par les groupes rebelles. C'est pas encore vraiment. Donc le pouvoir, le PIB est très 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 bas. Les gens essaient de vivre, les gens essaient de travailler. Je crois que c'est l'occasion aussi de saluer l'esprit de sacrifice de certains compatriotes qui sont là, malgré ce salaire qui ne justifie pas l'effort qu'ils font au niveau des hôpitaux, mais qui sont là, qui se battent jour au jour auprès de nos populations, qui prennent des risques aussi, qui s'exposent pour pouvoir les sauver. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, docteur. Merci, chapeau bas. Il faut quand même le reconnaître qu'il y a... Chapeau bas, docteur. Alors, je donne la parole à monsieur Meda Policier Bébé. Il est toujours là, j'espère. Oui, je suis là. Alors, on a comme l'impression que la Centrafrique, notre pays, la RCA, est devenu champion du monde, toute catégorie en matière de lancement des travaux. Tout à l'heure, j'en parlais avec, j'évoquais le sujet avec monsieur Salomon Cotron. Ils ont été lancés
dans l'ouest de la République centrafricaine, les travaux de fibres optiques jusqu'à nos jours, rien. Vous avez écouté la réponse qu'il a apportée. Oui, la RCA travaille avec les partenaires, donc on peut lancer les travaux et que même si derrière ça prend du temps, mais les travaux sont déjà lancés. Est-ce que nous avons besoin des effets d'annonce pour diriger la République centrafricaine où nous avons besoin du concret? Sur 100 à 200 travaux lancés jusqu'à nos jours, très peu ont été réalisés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, que dites-vous? Il ne suffit pas de critiquer, mais aussi de proposer. Parce que vous êtes dans un parti politique qui vise la magistrature suprême. Si jamais vous arrivez aux affaires, comment est-ce que cela va se passer? À vous la parole. Oui, cher Maïté, je crois qu'on n'a pas besoin pour un homme politique qui s'est bien préparé pour accéder à la magistrature suprême de savoir que le devoir qui est dévolu à un homme politique, c'est de régler le problème. Mais quand on règle les problèmes, on ne les règle pas tout azimut. On les règle sur la base de questions. Et l'impression que nous avons, c'est que le président Touadéra est arrivé au pouvoir sans se préparer, sans savoir exactement par où commencer, sans réelle vision pour le pays. Je vais vous donner juste un exemple en partant du développement de mon compatriote Salomon Kodjo tout à l'heure, lorsqu'il parlait de l'armée. On sait très bien que une chose est en nombre des éléments pour en faire des militaires de carrière, de garnison, etc., comme il le disait. Mais comment recruter des gens en grand nombre si on ne leur donne pas les moyens de leur mission? Le président Touadéra, normalement, devrait savoir que pour que l'armée soit effective, il faut qu'elle ait du matériel. Et tout ce qui nous concerne en République centrafricaine, cela passe, par exemple, par le fait de doter l'armée de moyens. Alors, monsieur Médard, policier bébé, je viens de lire le commentaire d'un internaute qui, selon lui, et il affirme, sans sourciller ni bégayer, que le RDC a co-géré le pouvoir avec le président Touadéra. Et qu'au jour d'aujourd'hui, le RDC doit se sentir impliqué, doit se sentir concerné dans le bilan du chef de l'État. Que dites-vous? Non, mais monsieur Maïté, vous savez que nous avons claqué la porte de la majorité parlementaire. Et nous l'avons signifié très au chef de l'État. Ce n'était pas pour amuser la galerie, c'est que quelque chose n'allait pas. C'est qu'il y avait des fractures dans ce que nous entendons voir être appliqué comme politique par rapport à ce qui se faisait. Ça fait longtemps que les Centrafricains attendaient, par exemple, que l'embargo, c'est ce que j'étais en train de développer, que l'embargo soit levé sur l'armée centrafricaine et que l'armée soit dotée de moyens matériels pour lui permettre de remplir sa mission. Or, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 4 ans avant la prière, alors que le chef de l'État et son gouvernement multiplient les voyages, mais combien coûte une poudrière sur le budget de l'État, cher Maïté? Ça, c'est juste un exemple. Deuxième, je peux prendre un deuxième exemple. Vous vous rappelez, lorsque nous étions au pouvoir, le défunt, notre président fondateur, Colinga, avait, par une politique, fait développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire. Bon, on a vu ce que ça a donné à l'époque, mais c'était une vision. Ce n'était pas simplement un slogan creux qu'on prononce comme ça, mais c'était une politique. Et lorsqu'il voulait monter pour les Centrafricains, il a mis les moyens. Vous avez sans doute le souvenir des moyens qui étaient dotés, qui étaient donnés aux paysans, par exemple pour cultiver, des moyens qui étaient donnés par des organisations de toutes sortes
vision, eh bien, les moyens ne sont pas au rendez-vous et du coup, on n'atteint pas les objectifs. Si le chef de l'État, par exemple, avait voulu, par exemple, sur le tronçon Bangui-Douala, une route digne de ce nom, mais il aurait mis les moyens et les Centrafricains auraient aujourd'hui une route digne de ce nom, par exemple. Un établissement sanitaire digne de ce nom pour les Centrafricains, il aurait mis les moyens et aujourd'hui, on ne se serait pas plaint ou inquiet du fléau qui est en train de nous frapper. Merci, monsieur Fred Edgar Garcia. Pardon? Monsieur, merci beaucoup. On va continuer avec monsieur Fred Edgar Garcia. Alors, vous avez écouté monsieur Salomon Kotro, vous avez écouté la manière à laquelle il a développé la gestion de la chose publique depuis l'accession à la magistrature suprême du président Faustin Archange Touadéra. Que dites-vous? Ben, comme vous l'avez constaté, lui-même, il a dit que c'est grâce aux partenaires internationaux qu'ils essaient de tenir justement un certain nombre de projets dans le pays. Pire encore, M. Maïté, nous avons entendu par la voix d'un homme fort de ce régime, qui est le vice-président de l'Assemblée sur les réseaux sociaux, ce monsieur proche collaborateur de Touadéra, qui fait partie des gens les plus écoutés par le chef de l'État, a clairement dit qu'aujourd'hui, si vous voyez des tables-bancs offerts ou une salle de classe construite, c'est le fait justement des ONG. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Comme l'a dit mon frère Police et Bébé, il revient à un gouvernement de définir les priorités nationales et de s'organiser pour avoir les moyens de les atteindre, de les réaliser. Aujourd'hui, construire une classe d'école coûte combien? Je disais tantôt que la table ronde de Bruxelles nous avait promis pour une période de 3 ans 2 milliards de dollars. Il revenait justement aux autorités centrafricaines, aux membres du gouvernement centrafricain, de concevoir des projets bancables pour aller solliciter justement ces fonds-là. Chose qui n'a pas faite. Il y avait de l'argent disponible. Pour résoudre un problème, M. Maïté, il faut se poser, s'interroger sur comment justement on doit résoudre le problème. Cette démarche-là manque malheureusement à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est ça, M. Maïté. Il faut arriver à faire un diagnostic de la situation de la République centrafricaine pour essayer d'y apporter justement des solutions idoines. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec ce gouvernement de triomphalisme, mais vraiment insultant. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le peuple centrafricain. M. Salomon Kotro est venu pour un bavardage ici, nous parler des efforts qui sont en train d'être faits au niveau du ministère de la Défense. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Nous avons tous lu l'avis d'un technicien de l'armée, quelqu'un qui toute sa vie a été formé au métier des armes, qui a fait toutes les grandes académies militaires, qui a donné, ce n'est pas l'avis que nous vient de nous donner. Monsieur Ludovic Ngaïté, pour ne pas le citer, avant de démissionner de l'armée, il avait participé à une émission sur la chaîne de Telouka. Qu'est-ce qu'il dénonçait? Il dénonçait justement que M. Faustin Archange Touadéra est à la tête de notre pays. À aucun moment, il a réuni le Conseil de sécurité nationale avec les officiers centrafricains pour prendre justement, pour s'inspirer de leur expertise. Voilà. Aujourd'hui, M. Touadéra fonctionne comme un aveugle. Lui et tous ceux qui l'accompagnent, mais font du tamponnement aux responsabilités. Merci beaucoup. Et ça, aujourd'hui, mais le monde se moque de nous. Merci beaucoup. On ne va pas inventer comment un gouvernement doit fonctionner en République centrafricaine. Merci beaucoup, M. Fred Edgar Garcia. Que ces gens-là aient un peu, en tout cas, de considération pour le peuple centrafricain. Merci qu'ils beaucoup. arrêtent justement avec ce mépris, qu'ils ne cessent justement d'afficher vis-à-vis du peuple centrafricain. Merci beaucoup, M. Fred Edgar Garcia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs, auditrices de la Kerembessitude, Kerembessois, Kerembessoises, vous nous avez suivis pendant 1h30.
avec des grands débatteurs. Nous avons parlé du Covid-19. Nous avons également parlé de l'encadre du pouvoir du président Touadéra. Le débat était un tout petit peu lent, houleux, pourquoi pas. Généralement, nous vous maintenons juste pour 1 heure de temps, mais là, nous avons duré un tout petit peu, excusez-nous. Alors, avant de nous séparer, nous allons donner la parole à chaque débatteur pour se présenter. Ils ont juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Je commence par M. Salomon Kotro. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Salomon Kotro. Je suis le porte-parole de MCI France. Je salue la qualité du débat. Je salue aussi mes co-débatteurs avec qui on a échangé. Malheureusement, le temps nous a pas permis de tout balayer les réalisations que le président... Rassurez-vous que c'est une première. Hein, c'est une première. Rassurez-vous que c'est une première. Donc nous allons dorénavant corriger les imperfections pour faire en sorte que ça puisse être une plateforme qui donne le temps, qui donne la parole à tout un chacun, à tous les Centrafricains pour qu'ils s'expriment autant que faire se peut sur la réalité sociétale de notre pays. Donc c'est juste une première. Merci beaucoup. Je continue. Alors, Dr Ovidio Diongo Kozenge. Oui, Rodrigue, moi je suis ton frère, je suis votre frère, votre compatriote Ovidio Diongo Kozenge. Je suis docteur d'État en pharmacie, spécialiste en santé publique et je suis le vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes de Centrafrique. Je te remercie parce que tu élèves le niveau du débat. Tu nous évites des lives où on vient dégrader, insulter, traiter les gens n'importe comment. Là, tu démontres qu'il y a des Centrafricains qui peuvent, au-delà de leur divergence de vue, au-delà de leur appartenance à des partis politiques différents. Bon, moi, je suis pas dans un parti politique, mais tu nous démontres là que nous pouvons nous asseoir, débattre sérieusement comme des personnes civilisées des problèmes. Je vais lancer un appel à tous mes compatriotes que l'affaire du Covid-19, le coronavirus, est un problème réel en Centrafrique et que nous sommes en train de nous battre ici. Aidez-nous à combattre ce fléau, aidez notre gouvernement parce qu'il faut à un moment donné laisser tomber les différences, les clivages politiques, parce qu'il en va de la survie de notre pays. Nous battre contre ce fléau qui ne distingue ni les gens en fonction de leur ethnie, de leur appartenance à un parti politique, mais qui vient toucher l'essence de notre pays. Alors unissons-nous d'abord contre le Covid-19, après la politique nous l'a. Merci beaucoup, docteur. On continue. Alors, nous donnons la parole à monsieur Médard Policier Bébé pour qu'il se présente. Je suis Médard Police Bébé, je suis le président de la Fédération France-Europe du Rassemblement démocratique centrafricain. Je suis aussi enseignant, professeur de philosophie dans la Creuse. Je remercie vraiment du fond du cœur notre frère Maïté d'avoir organisé cet échange que je trouve de qualité, même si on n'a pas eu assez de temps pour aller plus en détail dans les différents aspects des sujets qui intéressent très fortement les Centrafricains. J'aurais souhaité qu'on ait un peu plus de temps pour parler du Covid-19 parce que c'est vraiment le sujet crucial du moment. Malheureusement, on a effleuré. Et puis, pour ce qui est de la politique, je pense qu'on aura le temps d'aller un peu plus au fond des choses. Tout à fait. L'appel que je tiens à lancer, que les Centrafricains puissent prendre au sérieux le phénomène de coronavirus et de se protéger. De se protéger. Quand on se protège, on protège les autres. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Fred Edgar Garcia, vous avez la parole. Oui, monsieur Maïté, je suis Fred Edgar Garcia, centrafricain, conseiller national politique du parti Union pour le renouveau centrafricain. Et en dehors de mon engagement politique dans la vie courante, je suis technicien supérieur en gestion de production industrielle. Je travaille pour une compagnie américaine qui est spécialisée dans la construction et la vente des moteurs de tracteurs agricoles, qui est mondialement connu, numéro 1 justement dans son domaine d'activité, qui s'appelle John Deere. Donc vous voyez les grandes marques vertes sur les machines, voilà, c'est là que je travaille. Merci. Merci, monsieur Maïté, en tout cas. J'espère qu'actuellement,
Monsieur Raïd est en train de vous Oui, suivre. allez-y. Voilà, il est dans le monde agricole. Même Monsieur Martial Eba aussi, ils sont en train de vous suivre. Donc, ils prendront attache avec vous puisque vous êtes, vous travaillez dans un domaine, dans une entreprise de vente de machines agricoles. Donc, ça intéresse également nos compatriotes. Ça sera avec plaisir d'échanger avec ces compatriotes-là. Mais en tout cas, je tenais particulièrement à féliciter cette initiative qui nous a permis justement d'échanger de manière civilisée sur les questions justement qui touchent à la vie de notre nation. Mais vraiment, je félicite chacun de mes co-débatteurs, mais vraiment que Dieu te prête la force, que tu aies le courage de continuer de mobiliser justement ton énergie au service de notre pays. En tout cas, merci, cher Maïté. Je dois la vérité que ça n'a pas été un exercice facile, ça a été un peu difficile, parce que même la technicité nous a manqué. Vous avez dû écouter des mauvais sons, c'est pas du tout évident. Mais on a tout fait pour que l'émission puisse avoir lieu, c'est l'essentiel. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous allons toucher, donner la parole, donner un temps de parole à tous les Centrafricains, à tous les autres leaders des partis politiques. Nous inviterons également avec le temps, même les leaders des partis politiques, ils viendront sur notre Kerembe Institute pour parler de la République centrafricaine. Même le chef de l'État, s'il y a lieu, il viendra. Parce que lorsque c'est bon, qu'on le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas, ils viendront sur la Kerembe Institute intervenir. Parce que ici, nombreux sont les Centrafricains qui nous suivent. Les Centrafricains qui sont sur la Kerembe Institute, ils sont engagés, ils veulent à ce que les choses puissent aller de l'avant. C'est pour cela qu'ils sont avec nous, ils ne nous lâchent pas. Et nous travaillons conformément à leur attente. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à un cher débatteur. Vendredi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Tous les vendredis, sur notre Kerembe Institute, il y a débat. Et ça bouge dans tous les sens. Abonnez-vous sur notre compte YouTube si vous voulez suivre nos débats. Nous continuerons toujours à faire des petites analyses en sango. 2 fois des analyses en sango que nous allons translater en français pour les Centrafricains du monde entier, pour les Centrafricains qui ont à cœur la République centrafricaine. Mais débattre en français, c'est aussi très 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 bien. À vous, nos débatteurs, merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. C'était Rodrigue Joseph Prudence Maïté dans la Kerembe Institute de ce soir. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Envoyez les cœurs pour les débatteurs. À la Tokabe, envoyez les cœurs. Les j'aime, beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime pour nos débatteurs, pour Meda Police Bébé, pour Vide Diongoko Zengue, pour Fred Edgar Garcia, pour Salomon Kotro. Ils ont été excellents. Merci beaucoup. Merci. Restez toujours connectés sur notre compte YouTube. Au revoir.